Cette semaine, à Planète Techno, on découvre une expérience en réalité mixte québécoise qui veut s'exporter. On vous présente des jeux thématiques pour l'Halloween. Et on teste en situation réelle le bras robotisé de l'aspirateur robot de Roborock. Salut, c'est Jean-Michel Vanasse. Bienvenue à cette toute nouvelle émission de Planète Techno. Merci de nous avoir choisis pour votre soirée d'Halloween. C'était la semaine dernière qu'avait lieu Hub Montréal, un événement consacré à faire la promotion des entreprises culturelles créatives. C'était donc l'occasion rêvée pour nous d'essayer une expérience immersive en réalité mixte qui a fait pas mal parler d'elle, The Secret Life of Monster et Getaway. Présenté pour la première fois au Canada après avoir séduit les visiteurs du prestigieux festival South by Southwest, cette aventure transporte les visiteurs dans un univers parallèle rempli de créatures mystérieuses. Anne-André Dano est allée l'essayer. Jean-Michel, on connaît déjà bien depuis de nombreuses années le casque de réalité virtuelle. On a ajouté dernièrement la réalité augmentée, mais de plus en plus, les créateurs optent pour l'option mixte. C'est une nouvelle technologie qui permet d'ajouter des éléments autour de soi, mais surtout qui offre une expérience beaucoup plus immersive et interactive. On se retrouve aujourd'hui dans un très beau décor. Une activité qui s'appelle Gateway. Qu'est-ce que c'est? Gateway, c'est une aventure de réalité mixte. Ça dure une quinzaine de minutes. Vous jouez le rôle d'une recrue dans le Gateway Exploration Unit, qui est une unité scientifique paramilitaire. Votre rôle, c'est de scanner les monstres, donc de ramasser de l'information sur eux et de remplir un compendium afin de ramener le plus de data à l'équipe de scientifiques qui est sur Terre. Gateway ici, c'est un segment de 15 minutes d'une œuvre complète qui en dure 55, où on a des segments qui sont plus comme des escape rooms, d'autres qui sont plus classiques, d'autres qui sont plus théâtrales, mais n'est pas juste que ça finalement. On a choisi la réalité mixte. Pourquoi? La réalité mixte, elle permet de mélanger la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est vraiment cool parce que c'est complètement immersif. Tu es capable d'être dans des environnements qui sont magiques, qui remplissent l'entièreté de ton champ de vision. Mais après ça, tu es limité en termes de déplacement, surtout pour les gens qui ont des difficultés vestibulaires. C'est très difficile d'avoir ton champ de vision qui se déplace sans que ton corps se déplace soi-même, sans que ça crée des vertiges ou des sensations qui ne sont pas le fun. La réalité augmentée, en contrepartie, c'est le fun, mais si tu n'as pas un décor qui est autour de toi, c'est pas mal moins intriguant. Dans le contexte actuel, on bénéficie des deux. On est capable de t'emmener dans 4 univers visuels complètement différents, dans des points de vue qui sont différents, à te raconter une histoire 100% faite sur mesure. Wow! On a vraiment conçu l'expérience pour qu'elle puisse voyager et qu'elle puisse faire partie d'un tout. Fait que c'était vraiment important pour nous d'être capable de monter un décor qui était très rapide. L'objectif avec cette expérience-là, c'est vraiment de l'exporter dans différents musées, dans différents centres de divertissement. Tout le décor a été conçu et développé au Québec. C'est un des meilleurs écosystèmes de création, autant au niveau de tout ce qui est le contenu de réalité augmentée, mais aussi tout l'écosystème de fabrication, de décors et de construction. Donc, on a le talent, on a les incitatifs économiques et on a l'écosystème. Et ça attire des gens de partout. Est-ce qu'on peut dire qui est venu nous visiter aujourd'hui? Est-ce qu'on... En ce moment, par exemple, on a des membres du festival belge Tomorrowland qui sont là. On a eu des gens des parcs Universal qui sont venus. On a des gens du Grand Palais immersif en France. Donc, on a vraiment la chance d'être dans un événement où on a beaucoup des gens les plus importants dans le domaine de l'immersif et de l'expérientiel qui convergent vers Montréal. Donc, Émile, c'est quoi le futur de la réalité mixte? Nous, on pense que la réalité mixte a vraiment sa place en ce moment parce que la réalité virtuelle est très isolante. Les gens l'ont vécu beaucoup chez eux, les gens connaissent ça de plus en plus, mais c'est pas quelque chose de collaboratif. Donc, on pense que la réalité mixte a sa place dans des musées, dans des venues, dans des endroits qui veulent avoir ces types de micro-expériences mélangées avec d'autres choses. Tous les produits qu'on offre, ils peuvent se monter, ils peuvent se déplacer très facilement ici. La salle dans laquelle on se trouve, c'est à peu près une journée de montage seulement, une demi-journée de démontage. Donc, c'est très rapide pour nous de simplement la déplacer où est-ce qu'on en a besoin, où on est capable d'être accueilli et de montrer ça finalement aux gens. Et c'est parfait parce qu'ici, on est dans un hôtel pour quelques jours. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est
cette semaine qu'avait lieu la conférence Max d'Adobe, la compagnie à l'origine de Photoshop. Évidemment, l'intelligence artificielle était encore cette année au cœur des discussions et des innovations. Tout d'abord, Adobe a annoncé la version 5 de Firefly, son modèle de génération d'images qui est maintenant capable de faire des photos réalistes. Adobe a aussi pensé à l'audio en offrant maintenant un générateur de musique libre de droit. Il est aussi possible de générer des voix à partir de textes. On peut choisir différentes voix et styles qui pourront reproduire différents groupes d'âge et sexe. Le reste du texte sera lu à partir de cette fonction. Merci Jean-Michel. C'est possible de modifier la vitesse de lecture et même d'ajouter un ton différent comme amusé, émerveillé ou frustré. La fonction de génération de musique et de lecture de texte de Firefly est accessible dès maintenant en mode bêta. Des chercheurs de la Beijing Academy of Artificial Intelligence ont présenté une démonstration spectaculaire cette semaine. Ils ont réussi, avec un robot Unitree J1, à tirer une voiture de 1400 kg. Malgré sa petite taille d'1,32 m et son poids plume de 35 kg, le robot est resté stable et a maintenu son contrôle pendant l'opération. Cette prouesse a été rendue possible grâce à des algorithmes avancés de gestion de la dynamique et à l'intelligence artificielle. Le Unitree J1 ne cesse d'impressionner. Il y a quelques semaines, on le voyait faire des mouvements de kung-fu. Chronique Technosciences avec Martin Carly. Martin, on ne parlera pas de film d'horreur avec toi. Je sais que tu en meurs d'envie. J'aurais voulu parler juste de ça. Mais un film de science-fiction qui a Oui. inspiré d'une certaine façon ta première nouvelle. Oui, Imprimer une imprimante. oui. Non, une imprimante qu'on Oui. met dans une pilule, qu'on avale pour qu'il imprime des trucs. Vous allez Explique-nous ça. tous mieux comprendre dans les prochaines minutes. Oui, effectivement. On parle de quel film? On parle d'un film qui m'a marqué quand j'étais jeune, un film où des individus se faisaient miniaturiser pour entrer là, dans un sous-marin qui voyageait dans le corps humain, dans les vaisseaux sanguins et ainsi de suite. C'était très particulier. Et là, on est rendu pas à la science-fiction, mais là où on est d'un point de vue scientifique pour être capable d'aller, par exemple, réparer des blessures à l'intérieur du corps à l'aide d'une imprimante qui a la taille d'une pilule, donc une imprimante qui est extrêmement petite. Ouais. Elle a une encre, entre guillemets, vivante, donc une encre biocompatible qui, elle, va essentiellement venir déposer un film à l'endroit où on veut réparer une blessure, par exemple un ulcère ou encore une hémorragie au niveau du système digestif. Tu avales une imprimante. Les chercheurs comparent ça plutôt à un stylo bille, si on veut, parce qu'il y a une cartouche. Ils sont capables, avec un mécanisme à ressort, là, d'injecter l'encre là où on le veut. Donc, tu avales ça. On va la guider à l'aide d'un système magnétique, donc un bras robotisé à l'extérieur du corps qui vient guider l'espèce d'imprimante jusqu'à l'endroit où on veut l'amener. Et là, à ce moment-là, on l'active, on envoie une couche d'encre qui vient faire un pansement et ainsi tenter de réparer de façon non invasive les blessures à l'intérieur. Pour enlever ça, une fois que cette petite imprimante-là fait son travail, le bras robotisé avec son champ magnétique va l'enlever, va le faire suivre jusqu'à la sortie. Moi, je trouve ça magique. C'est incroyable, vraiment. Vraiment. Je pense quand même que j'avais bien résumé aussi la nouvelle en Dans ta tête, ça devait être plus clair que quand c'est sorti. On parle encore d'une imprimante, mais cette fois pour imprimer des robots mous directement sur l'eau. Oui, absolument. Et là, on vous parle de robots mous. Un des défis des robots mous, c'est le fait qu'ils sont mous. Je ne vous apprendrai rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux les faire à la fois mous et très minces, habituellement, la technique qu'on utilise, c'est qu'on va imprimer ça sur un support, par exemple une plaque de verre. OK. Et par la suite, on doit décoller finalement le film, le gel de polymère qu'on a imprimé. On doit le décoller de la plaque de verre pour par la suite l'utiliser comme c'est prévu. Le problème, c'est que souvent, ça déchire. Donc, tu vas endommager ce que tu as créé, ce que tu as imprimé. C'est un problème. Donc, ces chercheurs-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une nouvelle technique qui s'appelle le hydrospread, donc s'étaler sur l'eau. Essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent injecter des micro-gouttelettes de polymère à la surface de l'eau directement pour former un film ultra mince qui va servir de support pour le robot mou. Ce film-là, par la suite, il est découpé avec un laser pour obtenir exactement la forme qu'on veut. Et
il est déjà sur un milieu qui lui permet de fonctionner. Donc, par exemple, directement sur l'eau, ils ont montré des prototypes finalement de 2 robots mous imprimés comme ça. Un de ces prototypes-là était capable d'agiter des parties de son design un peu comme des nageoires, donc carrément de nager sur l'eau. Et l'autre, essentiellement, repliait des sortes de pattes, un peu comme les fameux patineurs, ces insectes-là qu'on voit se promener à la surface de l'eau. Donc, les deux fonctionnaient très bien. Avec une source de chaleur au-dessus, des rayons infrarouges, on pouvait réchauffer le matériau, il changeait de forme, et en contrôlant les cycles de réchauffement, il bougeait comme ça, on pouvait même le faire tourner. C'est déjà vraiment exceptionnel. On pense avec ce type de robot mou-là suivre l'état de la pollution de l'eau, par exemple, prendre des échantillons d'eau, mais même aussi recherche et sauvetage. Oui, Tu sais, je tout le est dans savais. tout. Tout est C'est dans là tout. qu'on allait. Ben oui. Exact. Et on termine avec une lanterne chinoise magnétique. Oui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Bien, en fait, essentiellement, on est encore pas mal dans le domaine des robots mous. Essentiellement, on cherche à créer de nouvelles façons de faire les choses. Par exemple, des nouvelles façons de permettre à des robots d'agripper les choses, au lieu de simplement toujours à chaque fois former comme des pinces ou des mains ou ainsi de suite, des choses rigides qui sont difficiles à contrôler. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris des feuilles de polymère. Donc, on a coupé un parallélogramme dans ces feuilles-là. OK. Par la suite, on a formé des fentes qui étaient parallèles les unes aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est comme ces rubans-là sont reliés les uns aux autres par le sommet et le dessous de la structure, bien, on se rend compte que si on écrase la structure ou si on la tord, la structure, elle peut prendre toutes sortes de formes. Et il y a des formes pour lesquelles cette structure-là, elle est très stable. Donc, on est capable de contrôler exactement la forme de la structure. Et ça, bien, si en plus on met une couche qui est magnétique à la surface, on va pouvoir la contrôler à distance. Et là, bien, les chercheurs ont déjà montré avec ça que, par exemple, une des formes était capable d'attraper doucement, sans les blesser, des poissons puis de les relâcher par la suite, d'être capable de filtrer l'eau, donc carrément avec l'écoulement de l'eau, de filtrer de l'eau en s'ouvrant ou en se fermant, un peu comme une valve. Donc, on a toutes sortes de systèmes comme ça qui pourraient finalement révolutionner tout le domaine de la robotique, là, être capable d'imprimer ou de fabriquer rapidement des ajouts, des membres additionnels à des robots ou ainsi de suite, comme ça, avec des lanternes. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est l'automne. L'automne, c'est pas juste Halloween, c'est aussi la période des lanternes au Jardin botanique à Montréal. Donc voilà, tradition familiale. Merci beaucoup, Martin. Et en terminant, en 10 secondes, une suggestion de film d'horreur pour les gens qui nous écoutent? Écoute, moi, j'aime toujours les classiques. Par exemple, le film The Thing de John Carpenter, le meilleur film de monstre qui a jamais été fait. Mais je vous donne une recommandation plus large que ça. Shudder, un streaming juste de films d'horreur, ou encore Criterion Channel, donc le fameux Criterion, en ce moment en octobre. C'est juste des suggestions des films d'horreur sur leur plateforme. Wouhou! C'est mon mois, je vais vous le dire. Merci. Salut! En cette journée d'Halloween, Denis Talbot est avec nous pour nous parler de jeux qui vont nous faire peur. Des jeux d'horreur. Des jeux d'horreur. De survie et d'horreur. Ah, ça, on aime ça. Puis tu vas voir qu'il y a comme une espèce de thème dans ce type de jeu-là. C'est toujours des gens, un peu comme le cinéma, qui sont pris dans des endroits. Pendant une tempête de neige, Ouais. sur le top d'une montagne. C'est une bonne idée. Pourquoi pas? Oui. Tu sais. Genre de jeu qu'il faut écouter, qu'il faut jouer dans le noir puis mettre le son au maximum. Puis tu peux jouer à plusieurs dans certains de ces titres-là. On commence tout de suite avec un jeu qui s'appelle Repo. Un Repo Man ou un Repo Woman, c'est quelqu'un qui va chez vous quand tu ne payes pas tes affaires, puis il va reprendre. Il va Reposséder. Reposséder, exactement. Il y a peut-être des démons là-dedans, on ne sait pas. Donc, le Repo, c'est sorti donc il n'y a pas si longtemps. C'est un jeu qui se joue entre 2 et 6 joueurs. C'est très intéressant. 13 piastres. Ouais, c'est pas cher. Donc, c'est un jeu d'horreur coopératif qui a été développé par le studio indépendant Reforge. C'est un titre avec une physique légèrement déjantée. C'est un jeu de party, mais dans le monde de l'horreur. Les images parlent par elles-mêmes. Regarde bien ça. L'objectif, c'est d'explorer des environnements qui sont générés de façon procédurale. On essaie d'éviter des affrontements. Il y a différentes entités qui sont paranormales et différents phénomènes également qui viennent nous faire la vie dure. Mais c'est drôle. C'est un jeu qui rappelle les Cooking Mama. Il faut que tu joues vraiment ensemble. C'est super drôle. Si on parle de l'ambiance maintenant, c'est une ambiance qui se distingue clairement des jeux d'horreur classiques. Il y a beaucoup d'humour, d'humour noir là-dedans. On rit de tout. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de clins d'œil aux films d'horreur, mais c'est bien sûr... C'est comme une parodie. C'est une parodie, mais
mais ce qui est drôle, c'est de voir bouger tes collègues et toi aussi, parce que quand la bébite part après toi, tu n'es pas capable de marcher en ligne droite, ça crée une certaine tension qui est propre à ces jeux d'horreur, disons. Donc ça, c'est le premier jeu pour commencer une soirée de jeux d'horreur. C'est peut-être avec le plus léger des 4. C'est une jouabilité qui porte beaucoup sur la coopération entre les joueurs, ce qui donne des parties. Donc, c'est un jeu de party. Il y a 3 niveaux de difficulté avec une IA qui n'est pas niaiseuse. Ah! non. On aime ça. Donc, c'est le fun. Le prochain, c'est encore une fois un jeu qui se joue en coop, de 1 à 4 personnes. Et ça s'appelle Dark Hours, des heures noires ou sombres. C'est un jeu développé par Piece of Cake Studio. C'est un jeu survival horror, donc un jeu qui se joue en coop, qui est adapté pour jouer entre amis. Tu peux le diffuser, celui-là aussi, puis tu peux jouer simplement pour le plaisir, mais c'est fait pour être diffusé sur des réseaux comme Twitch, entre autres. Après le succès, c'est quoi le jeu de fantômes, de chasse aux fantômes? Phasmophobia. Phasmophobia. Exactement. Donc peut-être que ça a créé des petits, mais non, c'est... Mais celui-là, c'est le scénario que je trouve original, parce qu'on incarne un membre d'une équipe de cambrioleurs. Là, on est en train de planifier un vol dans une grosse maison. Et puis là, on se rend compte que dans la maison en question, il y a des anomalies et des êtres surnaturels qui vont nous faire la vie dure. Donc, c'est très drôle. Encore une fois, c'est super le fun. Et chaque partie commence par un vol classique. Mais c'est bien le fun d'avoir le butin, mais il faut que tu le sortes. Puis quand l'entité te dit « tu ne le sortiras pas tout de suite ». Fait que c'est drôle, c'est amusant. Voler une maison hantée. Oui, c'est un bon plan. Exactement. Donc, il y a des esprits affrontés, il y a beaucoup de phénomènes paranormaux qui sont uniques à chacune de tes sessions de jeu. Fait que ça revient, puis c'est jamais la même chose. Ah, je sais qu'il va y avoir un monstre en arrière de la porte. Non, c'est pas ça. Ça change de façon aléatoire. Donc, c'est bien intéressant. Ça demande beaucoup de stratégie d'équipe et beaucoup de sang-froid pour se jouer à ce titre. Un autre jeu dans un manoir, Sinister Night 2. Oui, les manoirs, les stations de ski isolées, comme on disait tantôt. C'est un classique. C'est un classique. Ouais. Lui est développé par Cybersoul Studio. C'est disponible sur PC via Steam. Donc, c'est une expérience qui est asymétrique, assez intense. 4 joueurs qui tentent encore une fois de s'échapper d'un vaste manoir, tandis qu'un joueur contrôle un monstre doté de pouvoirs uniques et d'une IA améliorée. Donc, toi, tu deviens un monstre dans ce manoir-là. Et tu essaies de pogner tes amis, puis c'est drôle au bout. Encore une fois, ça donne des situations assez cocasses. Donc, les survivants doivent travailler ensemble pour résoudre un paquet d'énigmes, fouiller des lieux, réparer des mécanismes pour trouver des clés qui vont permettre justement de s'échapper avant d'être retrouvés et traqués par le chasseur, si on veut. À jouer avec des écouteurs, à jouer avec des amis et pas s'attendre à gagner de la première partie parce qu'il faut comprendre un petit peu comment ça se déroule avant. Et un petit dernier jeu, là, tu nous parlais de montagne depuis tantôt. Exactement, Whisper Mountain Outbreak. Quoi de mieux qu'un bon film d'horreur qui nous place avec des gens, 5, 6, 7 personnes qui rentrent dans un chalet et il y en a toujours un ou une qui décède pendant cette tempête de neige qui nous empêche de nous sauver. C'est un peu la même chose ici. C'est un jeu développé par Secret Sauce Showcase. L'action se déroule en 1998. On est au mont Bizik et il y a une malédiction ancestrale qui est révélée et qui tente justement de mettre à mal les participants. On doit travailler en équipe, on doit résoudre des énigmes qui sont parfois assez complexes. Beaucoup de coop, encore une fois, en perspective. On peut faire ce qu'on veut dans cette montagne, mais attendez-vous à avoir un peu de résistance de la part de certaines créatures. Merci, Denis. Ça, je pense qu'on va occuper notre week-end d'Halloween avec tes 4 suggestions. Ça a marché. Merci. Salut. Vous le savez, à Planète Techno, ça ne nous effraie pas de tester des mises à jour intéressantes. Surtout quand ça nous simplifie la vie et qu'en plus, ça permet à Brian Audet d'augmenter sa passion pour les aspirateurs robots. Jean-Michel, on va être d'accord sur 2 choses. Il n'y a rien qui gosse plus que de devoir chercher partout dans la maison ses écouteurs sans fil ou encore de marcher sur un plancher sale. Donc, pour régler ces 2 problèmes, j'ai ce qu'il faut en commençant par l'aspirateur robot, le Roborock Saros Z70. Hey! Je vous l'ai présenté comme un vulgaire aspirateur robot, mais on s'entend que c'est bien plus encore. C'est aussi un laveur de plancher avec, attention, 2 serpillères rotatives vraiment efficaces avec des petits bras qui peuvent leur permettre de sortir de part et d'autre pour avoir un accès encore plus maximal dans les coins des différents murs de votre maison.
Mais en plus de tout ça, la station de recharge et la station de lavage de l'appareil lui permet de laver les deux serpillères avec de l'eau chaude parce que oui, la station est munie d'un élément chauffant, donc de l'eau chaude en tout temps pour pouvoir nettoyer au maximum ces deux serpillères, ce qui rend le tout beaucoup plus hygiénique. Et comme tout bon appareil technologique qui se respecte en 2025, il doit être muni d'intelligence artificielle. Le Roborock Saros Z70 n'y fait pas exception. Donc, avec sa caméra sur le devant, l'intelligence artificielle lui permet de reconnaître davantage les obstacles qui sont devant lui. Parlant d'obstacles, si vous avez des animaux de compagnie à la maison, le Saros Z70 est entraîné pour les reconnaître. J'ai une fonction intéressante et cocasse où vous pouvez demander à l'appareil d'aller trouver votre animal de compagnie dans la maison. Et grâce à l'haut-parleur intégré, vous pourrez communiquer avec lui du travail, par exemple. Si vos animaux laissent des petits dépôts sur le plancher, vous comprenez ce que je veux dire? Un genre de petit numéro 2, numéro 1, lui est aussi entraîné pour les contourner. Non, mais ce serait-tu plate, je veux dire qu'il l'étende au lieu de le ramasser. Mais pour les gens qui connaissent déjà le Saros Z70, je vous entends me crier « Mais Brian, t'as toujours pas parlé de la chose qui le rend encore plus spécial! » C'est parce que cet aspirateur robot et laveur de plancher est muni d'un genre de bras canadien comme la Station spatiale internationale. Ce petit bras robotisé-là va vous permettre de ramasser au sol, que ce soit des pantoufles, un bas qui traîne ou encore un soulier. Par contre, le tout doit être en bas de 300 grammes. Mais là où je deviens vraiment le plus excité, c'est qu'à partir de l'application mobile, vous pouvez prendre le contrôle de l'appareil complètement manuellement pour essayer vous-même d'aller chercher différents objets. En plus de la caméra qui est sur le devant, on en a une directement sur le bras robotisé, ce qui vous permet de prendre l'angle de vue qui vous tente. Oui, je sais, c'est super excitant ce petit bras-là, mais c'est pas au point. C'est ça la triste vérité, c'est que ça marche pas encore super bien. Pourquoi? Parce que sur la carte, vous pourrez lui demander d'aller déposer, par exemple, les souliers et les pantoufles dans un endroit, d'aller déposer les encombrants dans un bac. La vérité, c'est que ça ne reconnaît pas tout bien tout le temps et que les choses sont faites un peu croche. C'est un peu baveux même, hein? C'est comme si l'appareil me disait « Garde, je t'ai mis ça dans un tas, j'ai fait le gros de la job, rendu là, penche-toi pour ramasser. » Fait que moi, j'ai envie de dire « Hey, si t'es pas capable de la faire au complet, la job, là, ben laisse faire ton petit bras. Surtout que ça coûte 2700$, je pense que moi, je vais m'en passer. » Mais qu'est-ce? On parle ici d'une paire d'écouteurs sans fil, les Commuters, faites par la compagnie Artronic, qui ont été socio-financés sur la plateforme Kickstarter. On parle d'une paire d'écouteurs avec technologie MagSafe, ce qui vous permet comme ça de les coller à votre téléphone et avec le petit panneau du boîtier, ça devient votre support de téléphone, que ce soit en mode vertical ou encore votre support de téléphone en mode horizontal. Donc, avec cette toute simple innovation, vous l'avez maintenant comme ça, votre paire collé à votre téléphone. Le problème, par contre, c'est que la qualité sonore n'est pas incroyable. Il manque beaucoup de basse et de définition, je trouve, dans ce type d'écouteurs-là. Par contre, si jamais vous n'êtes pas de grands audiophiles, peut-être que ça peut faire la job pour vous. Dernier petit point plus négatif, c'est que la plupart des écouteurs sans fil de nos jours sont munis du mode annulation de bruit. Cette fonction est nettement moins performante pour ces écouteurs-ci. Ça veut donc dire que je ne pourrai pas me fier sur mes écouteurs pour masquer le bruit du Roborock Saros Z70. Que voulez-vous? On ne peut pas tout avoir dans la vie. Bye! C'est déjà la fin de cette émission de Planète Techno. Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle, mais vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à notre infolettre. Merci de le faire, c'est vraiment très apprécié. Pour voir ou revoir notre émission, vous pouvez le faire en tout temps en vidéo sur demande ou encore sur l'extra d'ici tout.tv. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Planète Techno.